Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes viennent me raconter leur parcours vers leur succès. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et cette semaine je vous propose de découvrir le parcours de Marine, la fondatrice de L'Impertinente. Marine a fondé avec son mari ce salon de thé à Lille il y a 5 ans avec une idée toute simple. Elle voulait rafraîchir l'image vieillotte des salons de thé. Aussi, elle a décidé d'appeler son endroit le Poney Club et de nommer les gâteaux qu'elle vendait des gâtales. Pour aucune autre raison que la déconne. Alors certes, il n'y a toujours pas de vrai Poney Club à Lille, mais si vous dites aujourd'hui à une personne vivant dans la capitale nordiste « Je vais manger un gâtal au Poney Club », il y a de grandes chances pour qu'elle voit très bien de quoi vous parlez. Mais je vous en dis pas plus, je vous propose de découvrir l'histoire assez fabuleuse de Marine et Alexandre, comment ils ont fait pour rassembler des dizaines de milliers de personnes sur les réseaux sociaux autour de leur boutique toute rikiki à un poil excentré, et comment petit à petit, L'Impertinente devient une marque qui est en train de dépasser le simple cadre lillois. Et pourtant, pour l'instant, malgré les demandes répétées de ses clients, Marine n'est pas décidée à ouvrir un nouveau salon. Si vous découvrez ce podcast, merci de vous y abonner sur votre appli de podcast préférée, par exemple Apple Podcast sur iPhone, ou encore Castbox sur iPhone ou Android, ou encore une autre appli qui s'appelle Pocket Cast qui est super bien sur Android ou sur iPhone. Mais vous pouvez aussi écouter Histoire de succès sur Spotify, sur Deezer et sur YouTube. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode. D'ailleurs, venez donc prendre 3 minutes pour venir me dire dans les commentaires de cet épisode sur YouTube ce que vous en avez pensé. C'est le tout début du podcast et je suis toujours preneur de retour des auditeurs et des auditrices. Merci d'avance pour votre écoute et rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode puisque vous pourrez me retrouver dans vos écouteurs tous les jeudis matins à partir de 6h. Mais en attendant la semaine prochaine, je vous laisse tout de suite avec Marine. Merci à vous. On va parler de ta vie, quoi. Donc je le pose vraiment comme ça ou pas? Parce que moi je dis ça, mais en vrai c'est ça. Ok. Ouais, c'est bien. Je te le dirai. C'est parce que j'ai regardé Miss France. Pourquoi elles sont... Parce que tu sais, elles apprennent à se tenir d'une certaine façon et à poser le micro sur le menton. Et la stature de Miss France, c'est le pouce entre les fesses. Tu sais ça ou pas? Hein? Ouais. C'est se tenir droite et en fait c'est mettre la main comme ça derrière, hop, entre les fesses en gros, pour avoir la stature avec l'épaule qui part en arrière. Bah voilà, tu sauras maintenant. Mais tu sais ça parce que... Non, je suis hyper cultivée, on dirait pas comme ça, c'est de la culture qui sert à rien, mais voilà. Dis pas, on dirait pas comme ça, n'importe quoi. Non, on dirait pas comme ça. Non, mais je me demandais, peut-être t'avais postulé, enfin tu vois, t'avais testé. Non, j'ai jamais eu cette ambition. Un padjet. Non. Beauty padjet. Non, il me manque à peu près 40 cm de jambes. Ça va, pas... Non, j'ai pas testé ça. Bon, ça va être dans l'interview, ça, je te préviens. Ah, super. Voilà, on va démarrer comme ça. J'adore faire des off, hein, désolé. Pas de problème. On est avec Marine, donc. Salut Marine. Enchantée. Marine, tu es la fondatrice de ce lieu là dans lequel on est, qui s'appelle L'Impertinente. Exactement. Qui est pour le coup très connu à Lille. J'ai la sensation que vraiment il y a très peu de Lillois qui connaissent pas L'Impertinente et qui gagnent à être connus, je pense, ailleurs en France. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce qu'est L'Impertinente ? Alors L'Impertinente, c'est tout simplement un salon de thé. Donc en fait, on est ouvert l'après-midi et on vend des gâtales. Donc c'est notre version à nous de la pâtisserie, mais qui est pas forcément ni tradie, ni anglaise, ni... En fait, ça ressemble à rien de spécial, si ce n'est à ce qu'on vend nous. Du coup, on a appelé ça des gâtales. Et donc, on est ouvert tous les après-midi du mercredi au dimanche. Et on vend que du sucré, en fait, avec des boissons et tout ce qui va bien. Mais vraiment que du sucré. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Alors, je m'appelle Marine Luna, anciennement Marine Baumann, mais comme je suis mariée à Alexandre... T'as fait le choix de prendre son nom. Exactement. Et puis, j'ai 30 ans maintenant. C'est bien, ça arrive à plein de gens très bien, tu sais. Ouais, il paraît que ça se passe plutôt bien. Et donc, j'ai créé le salon de thé L'Impertinente il y a maintenant 5 ans. J'aime bien parler avec mes invités de leur enfance. À quoi ressemblait Marine quand elle avait 7 ans ? Alors, à 7 ans, déjà, je pense que je pesais le même poids que maintenant. Donc, je ressemblais à une petite boule. Mais apparemment, j'étais assez rigolote. J'avais toujours des trucs à raconter. Apparemment, je parlais énormément. J'étais très bavarde, notamment avec les adultes. Et je m'intéressais à plein de trucs chelous. Alors, les fourmis, les cailloux. Vraiment des trucs bizarres, quoi, les trucs qui plaisaient à zéro autre enfant possible. Mais qu'est-ce qui t'intéressait par exemple dans les fourmis ou les cailloux ? Écoute, je me pose encore la question. J'ai arrêté depuis, donc je sais pas trop. Mais non, apparemment j'étais assez funky comme gamine, mais complètement à l'ouest, quoi. J'étais pas du tout. Comme j'ai pas de frères et sœurs, j'étais pas forcément très intégrée. T'avais pas trop d'amis, c'est ça, à l'école et tout ? Ah si, mais.
Mais j'étais dans ma bulle, quoi. Enfin, Ok. je m'intéressais pas forcément à ce qui intéressait les mômes de mon âge. D'accord. Voilà. Du coup, il y a des références que j'ai pas du tout. Certains dessins animés de l'époque qui apparemment étaient hyper connus, moi je les ai pas. Comme quoi, par exemple? Ben, je sais pas, du coup, je les connais pas. Mais non, mais c'est vrai, apparemment, j'étais un petit peu à côté de la plaque sur Ok. plein de trucs. Mais du coup, j'étais complètement dans mon monde et je dessinais énormément. Donc, je passais Ok. des journées à ça, à pas bouger d'une chaise, ce qui expliquait peut-être d'ailleurs le surpoids. Mais voilà, et après, c'était une famille hyper cool où on passait énormément de moments en famille et autour du repas, notamment. Ouais. C'était un moment hyper important. Et donc, voilà, c'était vraiment une belle enfance. J'ai eu du bol. Ok. L'adolescence, c'était comment? Bah écoute, c'était pas mal non plus. Ouais. Ben ouais, bizarrement, j'ai pas trop de mauvais souvenirs de l'adolescence. Pourtant, j'étais toujours en surpoids, ça aurait pu être la grosse galère. Mm, mm. Et en fait, je pense que j'avais appris petite à en rire. Et du Ouais. coup, à en faire rire les autres avant que eux ne le fassent pour moi. Et j'avais l'habitude de désamorcer en fait les trucs qui pourraient être compliqués. Donc ça s'est plutôt bien passé. J'avais de très bons copains, de très bonnes copines. L'école, ça allait. Franchement, c'est con à dire, mais j'ai pas eu de problème, quoi. Bah non, mais c'est pourquoi tu dis c'est qu'on va dire. Non, parce qu'en général, c'est vrai que l'adolescence, apparemment, c'est quelque chose de très douloureux pour plein de gens, de très compliqué. Moi, j'ai vraiment pas eu cette sensation-là. J'ai vraiment eu l'impression de me marrer. J'ai vraiment des bons souvenirs d'ado, quoi. Trop bien. Ben ouais. T'as ensuite fait des. Donc, t'es allé jusqu'au bac, c'est ça? Ouais, j'ai passé mon bac, j'ai fait des études supérieures, jusqu'à du coup bac plus 5, et puis après T'as fait des études de de design industriel, ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à rentrer dans cette voie-là en particulier? Je sais pas trop. Ah En fait, C'est j'ai... particulier, comme tu vois. Ben, c'est pas ça, c'est que j'avais un profil un petit peu peut-être compliqué à mettre dans une case. En termes de profession. C'est vrai que quand on est ado et qu'on nous demande ce qu'on veut faire plus tard, moi je savais ce que j'aimais faire, mais je savais pas sur quel métier ça pouvait débouler. Et le problème, c'est que quand tu vas voir un conseiller d'orientation quand t'es gamin, il connaît vétérinaire, il connaît ostéopathe éventuellement quand il est très futuriste, hein, mais sinon, franchement, ça reste des carrières très proprettes et très basiques en Et fait. qu'est-ce que t'avais envie de faire? Alors à la base, on m'avait dit de faire archi. Ok. Donc j'étais partie sur une première année Parce que d'archi. tu savais dessiner, c'est ça? Enfin, ou t'aimais Ouais, dessiner? je dessinais plutôt bien pour mon âge et c'est vrai que j'étais pas mauvaise en maths, etc. Donc ils s'étaient dit, bah archi, c'est bien, archi. Et puis finalement, j'ai fait une première année d'archi, ça m'a pas plu du tout. Et c'est en faisant cette première année que j'ai découvert le design industriel. Et ce que j'aimais bien dans le design industriel, c'est que c'était de créer des objets en fait qui allaient pouvoir changer le quotidien des gens. Entrer un peu dans la vie des gens, dans leur maison, vraiment dans leur quotidien, et puis apporter une petite touche, un petit peu de magie. Et puis finalement, après, on pratique le métier, on se rend compte qu'on est complètement à côté de la plaque, que c'était pas du tout ça. En sortant de tes études, donc en faisant des stages, c'est ça? T'as eu une première C'est ça, en fait, désillusion? tu te rends compte que finalement, c'est des projets qui mettent des années à sortir, que c'est retopé par plein de services après, etc., que le projet final, il a rien à voir avec le projet initial que tu avais imaginé. Et donc, il y a une perte de sens complet, en fait, entre ce que tu veux faire et ce qui se passe dans la vraie vie. Donc, le retour de Boomerang, il est d'une violence inouïe. Et il y a beaucoup de gens, je pense, de ma promo, qui sont en train de se réorienter maintenant, puisqu'ils se rendent compte, au bout de plusieurs années, pour le coup, de pratique, que, c'est pas... C'est pas forcément ce qu'on avait imaginé. Et toi, t'as mis combien de temps à 6 mois. C'était très rapide. Hein. Ah oui. Et puis le fait d'être assise derrière un bureau, ça m'a traumatisée. Okay. Mais vraiment, je me suis demandé ce que je foutais là. Quoi. C'était pas du tout pour moi le rythme de travail. Quoi. Et qu'est-ce qui t'a donné la force de te dire... Parce que ça doit quand même être un vrai truc. T'as fait 5 ans d'études et en fait, tu mets le doigt pendant 6 mois dans le métier pour lequel tu t'es préparé pendant tout ce temps-là. Et tu te dis au bout de 6 mois, niet, c'est pas pour moi, ça dégage. Le plus compliqué à admettre, je pense que ça a été le plus dur, ça a été pour mes parents, plus que pour moi, pour être honnête, parce qu'ils ont investi dans des études hyper onéreuses, qui n'étaient pas forcément prévues au départ. Et bon, au bout de ces années d'études, on se dit bon, papa, maman, vous venez d'investir une belle petite somme bien rondelette. Finalement, on va pas s'en servir, on va faire autre chose. Donc, le plus difficile, ça a été ça. Après, moi, honnêtement, j'étais jeune, j'ai pas vu ça ni comme un échec, ni comme j'avais appris tellement de choses en fait pendant ces études que j'avais pas l'impression que ça ne me servirait pas. Et d'ailleurs, ça me sert au quotidien pour le salon de thé, vous voyez, ça n'a rien à voir. Donc, Et comment t'as fait pour gérer tes parents, justement? Parce que je pense par exemple aux lectrices de Mademoiselle qui sont peut-être dans ta situation actuellement. Alors, si les t'as parents, des conseils alors, encore une fois, je crois que j'ai vraiment beaucoup de bol. C'est que
mes parents ont tous les deux des carrières qu'on peut considérer comme étant des belles carrières, mais ils ont réussi en fait en travaillant énormément. Et je pense qu'ils savent ce que ça coûte de travailler dans une ambiance qui n'est pas forcément bonne, etc. Ma maman avait, elle, beaucoup changé de travail avant de faire son métier actuel. Donc, ils étaient conscients en fait, qu'on ne peut pas faire une carrière dans un domaine qui n'est pas le vôtre, en fait. Donc, ça n'a pas été si compliqué que ça. Après la pilule financière avalée, voilà, ça a été plutôt facile pour eux de la... Ils ont réussi à lâcher prise sur le truc. Oui, et puis... Quand ils ont vu finalement que le métier était vraiment un métier de bureau, ils ont parfaitement compris que c'était pas pour moi, que c'était pas que j'avais la bougeotte, que j'allais pas être capable de rester 8 heures sur une chaise derrière un ordinateur, quoi, que c'était pas possible. Et toi de ton côté, comment t'as eu le déclic aussi, parce que je pense que ça doit être un vrai truc de te dire ok, en fait je me suis investi pendant tout ce temps-là et d'un coup d'un seul je lâche comme ça et je veux faire autre chose, et j'imagine qu'à l'époque tu sais pas forcément quoi. Alors à la base je pensais pas forcément arrêter ce métier-là. Okay. Je pensais en trouver un autre dans une autre boîte. Et puis, ma maman m'a dit, écoute, plutôt que de rester à ne rien faire, justement, à attendre de trouver une autre boîte, elle m'a proposé de venir travailler pour elle. Elle a une agence immobilière depuis maintenant plus de 10 ans. Et elle m'a dit, t'as la pêche... Tu parles bien. Tu dois être une bonne commerciale. Ouais, ça se passait plutôt bien. Et du coup, j'ai commencé là-dedans. Ce qui était assez rigolo d'ailleurs à l'époque, c'est que tous mes camarades de classe, mes anciens profs, etc., me déconseillaient de prendre un travail alimentaire avant d'avoir trouvé un autre travail dans le domaine du design, parce que c'était mal vu. Les recruteurs étaient censés se dire que du coup, je ne croyais pas en moi, que du coup, j'étais pas forcément hyper acharnée, alors que la réalité, c'est que j'avais un loyer à payer et qu'il fallait tout simplement que je puisse l'assumer, quoi, en fait. Je pense que en fait, voilà, rester à rien faire et à juste préparer des CV et des portfolios, je voyais pas d'intérêt en fait. C'est un petit conseil que je donne là en tant qu'employeur, mais pour moi, tant que tu as une histoire à raconter sur pourquoi tu as choisi, pourquoi tu as fait ce choix-là, en fait, tout est entendable, quoi. Maintenant que je recrute assez régulièrement, je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai qu'à l'époque, on m'a donné ce conseil-là, je l'ai pas écouté. Ça m'arrive souvent de ne pas écouter, mais cette fois-là, je ne l'ai vraiment pas écouté en me disant mais qu'est-ce que c'est que ce conseil de merde. Et finalement, le métier de négociatrice en immobilier m'a plu en plus, donc j'ai même plus cherché à retourner dans ce milieu, quoi. Je me suis éclatée pendant quelques années, et puis au bout de quelques années, la réalité du métier s'est quand même imposée à moi, c'est que quand tu vends des maisons, tu vends un projet de vie à des familles, à des couples. Parfois, c'est pas très rigolo pour eux. Ils sont pas forcément tous dans des phases de leur vie très sympas. Et il y a eu plusieurs affaires en fait où j'étais tombée sur des couples ou des familles qui étaient vraiment en galère et qui du coup on attendait peut-être un peu trop de l'agent immobilier par rapport à ce qu'on peut leur apporter en fait. Et j'ai commencé à voir le mauvais côté du métier quand les clients un peu bizarres, il faut bien l'avouer, ont commencé à remettre en cause notre travail pour des points qui étaient vraiment... T'avais de l'empathie pour eux, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu sais, quand tu cherches des maisons, par exemple, pour des gens qui ont un tout petit budget, mais qui ont 4 enfants, et que tu te dis, il faut qu'on se débrouille pour trouver une maison dans laquelle chacun va avoir sa chambre, etc., que tu arrives à trouver un truc, tu te démènes pour qu'en plus ça rentre dans le budget final, etc., et qu'à la fin, il t'envoie quand même des messages incendiaires parce que, par exemple, une date de signature est décalée d'une semaine. Bon, il y a des moments où tu as l'impression d'avoir donné énormément pour une famille ou pour des gens et que eux, je vais pas être très poli, mais te pissent à l'arrêt, quoi. Oui. T'as le droit d'être pas être très poli, tu sais. Non, mais j'ai même pas d'autre image. C'est vraiment, ils te vomissent tout ce que t'as donné en faisant comme si c'était juste normal, quoi. Alors que non, c'est pas... J'avais l'impression de vraiment me donner dans ce métier. Donc voilà, j'ai eu une grosse déception sur très peu de temps sur 2 affaires. Et comment ta mère, par exemple, qui fait ce métier-là depuis très longtemps, elle arrive à vivre ça, ce genre de... Elle t'a donné des conseils à l'époque? Elle m'a expliqué que pour elle, ça avait été très difficile, parfois, que c'est vrai qu'on pouvait être particulièrement déçu par des gens, mais elle était suffisamment âgée, je pense, et suffisamment armée pour faire... pour l'encaisser. Et moi, concrètement, j'avais 23 ans ou 24, je sais plus. J'étais encore un bébé. J'avais l'impression que c'était des tollés. J'en dormais plus la nuit, quoi. Ça me rendait malade.
Donc voilà, j'ai fini par dire à ma maman, écoute, je peux plus vivre ça, je me mets trop de pression pour ça. Et elle l'a compris, elle le voyait de toute façon. J'arrivais au boulot dans un état, j'étais livide dès qu'il y avait le moindre pépin. Et pourtant, je faisais bien mon boulot. Donc voilà. Donc et c'est pareil, tu as réussi à te dire, ok, en fait, c'est pas vivable pour moi, je décide de changer. En fait... Il y a des gens qui n'arrivent pas, tu vois, parce qu'ils considèrent que travailler, c'est forcément galérer, quoi. Non, mais c'est ce qu'on se disait avec mon mari il n'y a pas longtemps. C'est vrai que l'origine du mot travail... c'est tripalium. C'est ça. Bon, moi, je le vois pas comme ça. Alors, tripalium, en latin, ça veut dire torture. Faut le savoir, voilà. Mais du coup... J'avais 24 ans, j'allais pas me dire je vais passer toute ma vie à aller bosser en me disant mais en moto-flagellant, enfin c'est pas possible. Et puis je sais pas pourquoi, j'ai toujours été hyper insouciante, je pense. C'est plus de l'insouciance que du courage. Je l'ai toujours dit. Je pense que le courage, c'est de savoir c'est de se dire que tu vas abandonner une situation qui te convient encore pour autre chose. Moi, je me suis juste dit, j'abandonne des situations qui ne me conviennent plus pour autre chose, et de toute façon, ce sera pas pire. Donc, j'avais pas l'impression d'être courageuse en décidant d'arrêter. C'était juste que j'avais atteint un point de non-retour et que je voulais pas continuer à vivre ça. Je pense que c'est une vraie qualité. Il y a plein de gens qui ont pas cette notion de, en fait, ça me convient plus, mais il faut quand même que je m'y accroche, quoi, tu vois. Ouais, alors après, ça s'entend. Moi, je connais des gens qui sont très malheureux dans leur boulot, mais qui ont l'impression que ça va être totalement déraisonnable et complètement égoïste d'arrêter de travailler, parce que ça engendre des changements pour toute une famille, pour un couple, il y a l'aspect financier qui est hyper compliqué à gérer, et ça, c'est vrai, le temps de retrouver une situation. Donc il y a énormément de gens qui se posent ces questions, et si c'est la chose la plus importante pour eux, ils ont raison de se la poser. Moi, c'était pas ce qui me rendait heureuse. Concrètement, mes métiers précédents étaient hyper rémunérateurs, et pour autant, c'était pas ce qui me faisait rêver au quotidien. Donc, qu'est-ce que tu fais alors une fois que tu décides de plaquer l'immobilier ? En fait, on est passé devant on venait d'emménager dans ce quartier-ci à Lille. Alors quand tu dis on déjà, c'est avec Alex, c'est qu'il y a une tierce personne. Exactement. Pour expliquer aux gens qui connaissent pas. Ouais. Donc mon mari Alexandre, avec qui on venait d'emménager dans ce quartier. Vous étiez pas encore mariés à l'époque? Non. En plus, on n'était pas ensemble depuis longtemps. Je crois que ça faisait à peine un an qu'on était ensemble. Et au bout d'un an, le pauvre, je lui dis écoute, je quitte mon métier. Il a dû se dire mon Dieu, qu'est-ce qu'elle me fait. Et puis elle pète un câble. C'est tout. Il n'a pas eu l'air plus étonné que ça finalement. Après, il me voyait rentrer à la maison dans des états pas très sympas régulièrement, donc ça l'a pas étonné. Et puis il m'a soutenu. Enfin, je veux dire, il m'a dit bah oui, après. T'es encore jeune, tu sais faire plein de trucs, on va forcément trouver quelque chose. C'est important d'avoir le soutien de son compagnon. Ouais. Ah oui, non, mais sans le soutien de son compagnon et de sa famille, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué, je pense. Et donc voilà, on venait d'emménager dans ce quartier-ci, puis on est passé devant un petit local en faisant des tours de pâté de maison à pied pour découvrir un petit peu notre quartier. En fait, on cherchait des petits commerces de proximité. Et en fait, concrètement, dans notre quartier, il n'y a rien. Mais quand je dis rien, c'est rien. À l'époque, il n'y avait même pas une boulange. Donc pour la première boulangerie qu'on avait, elle était à 10 minutes à pied, quoi. C'est un quartier plutôt résidentiel, en fait. Ben oui, mais alors du coup, c'est très bizarre parce où il n'y a pas de commerce. Ben non, on est en centre-ville de Lille, on est juste à côté de la mairie, on est juste à côté de plein d'écoles et il n'y a rien. En fait, pour expliquer un peu aux gens qui ne connaissent pas trop Lille, il y a un vrai hypercentre avec des commerces et une rue piétonne, etc., qui s'appelle la rue de Béthune, mais qui est à 10 minutes à pied. Donc c'est pas très loin, mais c'est excentré. C'est pas à côté, quoi. C'est voilà, c'est les 10 minutes qui font toute la différence. Voilà. Et du coup, on est passé devant un petit local qui était vraiment tout pourri, tout était en train de tomber. Et il y avait juste une espèce d'étiquette scolaire, vous voyez, la toute petite étiquette avec écrit appeler le notaire avec un numéro de portable dessus. Il y avait juste écrit ça, quoi. Et donc j'ai dit à Alex, écoute, je vais appeler savoir à combien il est ce local. On savait pas du tout ce qu'on allait faire dedans, on n'avait pas de projet défini. Mais pourquoi Ok, mais... Alors, il n'y a pas de raison. Non, mais il y a des moments où il ne faut pas forcément chercher avec moi. J'ai des lubies. Ce jour-là, je savais que je voulais démissionner, que je voulais changer de... Et je m'étais dit, après tout, j'ai toujours fait du commerce.
Enfin, j'ai toujours eu la fibre du commerce. Il y a un petit local, il est tout pourri, mais je pourrais peut-être me faire un truc dans lequel moi je pourrais vivre, et puis me rémunérer, et puis voilà, faire un truc sans savoir du tout quoi. Et du coup, on a appelé le notaire, c'était un loyer ridicule, il n'y avait pas de reprise de fonds de commerce parce que tout était abandonné. Et du coup, on s'est dit, ça va pas être une charge financière énorme à assumer si jamais ça foire. On va le tenter. Donc la notaire me demande ce qu'on a comme projet, je lui dis que je sais pas. Qu'on va y réfléchir du coup et là c'est pour le coup c'est mon mari qui m'a plus lancé là-dedans en me disant écoute tu cuisines extrêmement bien, t'as qu'à faire un petit café du midi où tu serviras des petits plats, par exemple deux plats du jour et puis voilà. Et donc on avait tout juste la place pour installer une vingtaine de personnes et on avait fait des calculs, on s'était dit voilà si je fais 30 couverts chaque midi, ça me permet de me tirer un salaire de, j'ai une bêtise, 1 400 € par mois tous les mois. C'était bien, de vivre, voilà, c'est ça, et qui allait être simple, en tout cas dans ce que j'imaginais, qui allait être simple, facile, plein de joie et de bonheur. Et puis, on a préparé ce projet-là, donc j'ai sorti les outils que je connaissais bien, c'est-à-dire les logiciels 3D, etc. J'ai pris tous les plans, toutes les mesures, on a fait les travaux nécessaires, et puis on a ouvert un salon de thé, sans savoir que c'était un salon de thé. Ah ok, parce oui, non, mais à la base c'était non, mais à la base on était censé faire de la restauration, sinon c'est pas drôle. Sauf que comme dans notre bêtise, on est quand même un tout petit peu intelligent, on s'est dit que les 15 premiers jours d'ouverture, on allait, pour avoir le temps de se former à l'encaissement, au service, au débarrassage, à la plonge, etc. Parce que c'est un vrai métier. C'est un vrai métier. Ouais. Ce que plein de gens n'imaginent pas. Hein. Oui. On a toujours l'impression que c'est un truc qu'on peut faire comme ça. Oui, comme chez soi. Oui, c'est ça, bien sûr. Moi, la première, j'ai fait une énorme erreur en pensant ça. Mais du coup, on s'était dit que les 15 premiers jours d'ouverture, on allait ouvrir que l'après-midi et puis servir quelques petites parts de gâteau, quelques petites parts de cake, comme ça, le temps de se roder un petit peu. Et puis, mon mari, qui écrit extrêmement bien, dont c'est le métier. Lui, il a une entreprise, c'est ça, de communication. Il a une boîte de communication, ouais. Donc de communication politique à la base, donc rien à voir. Et en fait, lui, il s'occupait de la communication du salon de thé de façon un petit peu... c'était son petit loisir, quoi. C'était justement sortir des choses un peu strictes de la politique pour se retrouver dans quelque chose d'un peu léger. Et il a tellement bien fait ça qu'on s'est retrouvé avec énormément de followers avant même d'ouvrir. Du coup, le jour de l'ouverture, on a accueilli à peu près 100 de personnes. Ce qui était absolument pas prévu. On n'était qu'à 2. On savait ni servir, ni desservir, etc. Ce qui fait que à 19h, quand on a fermé, il y avait de la vaisselle partout sur les tables. C'était n'importe quoi. On a appelé mes parents en disant pouvez-vous venir nous aider ? On a fait de la plonge jusqu'à 21h. Mais vraiment le gros n'importe quoi. Et en fait, on a vendu notre stock de 2 jours en même pas un après-midi. Du coup, il a fallu refaire des gâteaux pendant la nuit, etc. Et en fait, on n'a jamais eu le temps de faire de salé. Parce que la demande a été telle que... non, mais vraiment, on s'est fait cueillir, en fait. Alors, c'est super, mais on s'y attendait pas du tout. Ce qui fait qu'on n'avait ni prévu le matériel, ni l'espace, ni les bras. Et du coup, on s'est pris une rafale comme ça qui a duré à peu près 1 an et demi. Mais vraiment 1 an et demi, sans voir le jour. Il y a des trucs qu'on a écrits en disant qu'il faudrait qu'on les raconte à nos petits-enfants un jour. Il y a un petit déjeuner. On n'avait pas eu le temps de faire les courses depuis, des vraies courses, depuis genre 15 jours. On s'est retrouvés à manger des pains à hamburger, donc le pain hamburger, avec de la confiture de potiron aux épices qu'une cliente nous avait ramené gentiment, qu'elle avait faite elle-même. Vous aviez alors plus le les temps deux de vivre séparément, pour vous, quoi. c'est ça, les deux séparément c'est bon. Mais alors le pain hamburger tartiné avec de la confiture de potiron aux épices, c'est une horreur. Et c'est ce jour-là où on s'est dit non, là il y a un blême, il faut qu'on recrute quoi. On avait plus de PQ, des trucs hallucinants. On vivait plus quoi. Et en fait, je pense que tu as été très vite sur un truc qui est très essentiel pour moi, c'est que en fait vous aviez un monde fou à l'entrée. Je pense que ça c'est c'est exceptionnel, ça n'existe pas dans. Mais je sais, du coup je ne sais pas comment ça se passe pour les autres, j'avoue. Mais je pense pas que ça marche comme ça, hein, tu vois. Je sais pas, mais après je sais pas non plus pourquoi. Du coup on sait pas l'expliquer. Alors. On avait une bonne communication avant d'ouvrir, c'est vrai. Ouais. Les gens ont suivi l'aventure jusqu'à l'ouverture avant. Mais qu'est-ce qui vous a décidé de vous dire ok, on va parler parce que c'est un vrai, déjà c'est une vraie démarche aussi de venir se dire on va parler de l'ouverture, tu vois, du projet avant même qu'il soit ouvert. Alors à la base on avait créé une petite page Facebook simplement pour en parler à nos copains.
Ce qui fait que non mais est-ce qu'on est on est très très ambitieux. Donc pour en parler à nos amis. Parce que eux, ça les intéressait de suivre le projet. On avait créé cette page parce qu'en fait, le temps de créer le projet, ça a pris 9 mois exactement. Donc c'est pour ça qu'on dit toujours que c'est notre premier bébé. Ça a pris 9 mois et pendant ces 9 mois, pour le coup, on a vraiment travaillé énormément. Donc on a beaucoup moins vu nos amis, etc. Donc quand tout le monde nous demandait des nouvelles, on avait du mal à tenir tout le monde informé. Donc on a créé une page Facebook en se disant, au moins on va pouvoir leur mettre au fur et à mesure des photos de l'avancement, leur raconter ce qu'on a fait aujourd'hui, etc. C'était juste ça l'ambition. Et finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait des potes de potes qui arrivaient, sachant qu'on a un cercle d'amis très restreint à la base. On n'a pas 600 amis sur Facebook, donc on est peut-être une trentaine au début. Et en fait, il y a des potes de potes qui ont rejoint, il y a des potes de potes de potes, et puis après des parents de potes, et puis des grands-parents de potes. Et là, on s'est dit qu'il y avait un truc, c'était sympa. Donc finalement, on a commencé à raconter plus en profondeur ce qu'on faisait, en parlant un tout petit peu moins de nous personnellement, parce que forcément, on avait élargi le cercle et il fallait quand même rester poli. Et puis voilà. Mais sinon, c'est vrai qu'on s'est retrouvés, je pense, le jour de l'ouverture avec plus de 1000 followers pour un projet qui n'existait pas. Donc, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de monde au début et je pense que les gens étaient vraiment impatients de venir nous voir et de venir nous voir en vrai après nous avoir suivis et soutenus sur les réseaux pendant des mois, quoi. Et en fait, quand tu dis que vous parliez un peu moins de vous, c'est un peu mettre de côté le fait que justement vous incarnez énormément tous les deux le projet, même encore aujourd'hui. Alors, quand je dis parler un peu moins de nous, c'est simplement faire attention quand même aux blagues qu'on pouvait faire, puisque c'est vrai qu'on avait tendance à faire des blagues abominables, comme on peut faire en avec privé, vos potes, avec nos potes, etc. Mais même si on continue à faire des blagues affreuses sur les réseaux, on reste quand même dans quelque chose de plutôt, qui risque pas de choquer les plus jeunes notamment. Voilà, on s'est plus assagi à ce niveau-là. Mais on a continué à parler de nous tout en restant quand même assez discret finalement. Les gens nous connaissent, mais pas. Ils ont l'impression de vous connaître. Oui, alors ils savent plein de choses. Ils savent qu'on est mariés, ils savent. Mais ce qui finalement pourrait être la vie de monsieur, madame, tout le monde. Après, ils nous connaissent quand même dans le sens où on a véritablement l'humour qu'on a sur les réseaux sociaux dans la vraie vie. Faux, quoi. Non, voilà. Mais on n'a pas forcément partagé des choses très personnelles, notamment tout ce qui s'est mal passé dans le projet, parce que c'est un projet, donc forcément, il y a plein de trucs qui se passent mal. Ces choses-là, on a tendance à ne pas communiquer dessus. C'est des choses qui ne regardent pas forcément les clients, qui en plus leur donnent pas forcément du plaisir à le lire. C'est pas hyper sympa quand on va chez un commerçant et que le commerçant se plaint, typiquement. Moi, j'aime pas ça du tout. Donc, il n'était pas question de partager les mauvais moments ou les coups durs avec les clients et les followers, dans le sens où eux sont là pour avoir un moment de plaisir, un moment de joie, un moment de partage, et pas un moment encore où on va leur dire « tout va mal dans ce pays ». C'est pas le but, quoi. Donc voilà. On en reparlera un petit peu après de tout va mal dans ce pays, parce que s'il y a bien un endroit où tu peux raconter tout ça, c'est ici. Garde-le bien. Très bien. Mais en fait, il y a un autre truc aussi qui m'a vraiment fasciné, c'est que vous avez vraiment inventé un univers autour de ce petit café, qui est vraiment un dialecte, un vocabulaire. Voilà, c'est un tout petit endroit en fait, vraiment. Effectivement, donc vous appelez cet endroit le Poney Club. Ouais. Mais ça vient d'où ? En fait, j'ai cherché, j'ai digué un peu, trop loin. Alors en fait, à la base, on hésitait entre Poney Club et Aquagym. Ok. Alors voilà. Et en fait, Aquagym, c'est réglementé. Donc, c'est tout le monde est resté sur Poney Club. Okay. Quand on a ouvert le salon de thé, à l'époque, à Lille, il n'y en avait pas énormément. Des Poney Club ? Des salons de thé. Des Poney Club, il n'y en a aucun. Ce qui fait que quand on a ouvert, La Voix du Nord a fait un article qui s'appelait « Le premier Poney Club de Lille a ouvert ». Donc on a encore des gens de temps en temps qui viennent avec les gamins habillés en tenue et qui font la tronche en repartant en disant « je leur ai promis qu'il y aurait un tour de poney ». Ils sont persuadés qu'il y a un parc derrière le bâtiment, en fait. Enfin, non, ça a créé des situations très cocasses, mais en fait, à la base, c'était simplement pour que les gens qui viennent ne soient pas déçus. À l'époque, il n'y avait pas encore beaucoup de coffee shop, il n'y avait pas encore beaucoup de baristas, tout ça. Ce qui fait qu'en France, un salon de thé, contrairement en Belgique ou en Angleterre, c'est quelque chose d'assez guindé, d'assez luxueux. Oui, salon de thé, on a l'image de avec le petit doigt en l'air. Moi, j'adore aller chez Mère. C'est vrai que c'est exceptionnel ce qu'ils font. Mais... Alors Mère, si vous ne connaissez pas Lille, c'est le salon de thé restaurant qui vend lillois. les fameuses gaufres à la vanille. Voilà. Ouais.
Et donc, moi, j'adore aller là-bas justement parce qu'il y a un univers. Après, c'est magique. Tout est beau, tout est fin, tout est doré à l'or. Enfin, mais du coup, on avait très peur que les gens qui viennent dans notre salon de thé s'attendent à ça et se retrouvent devant ce petit établissement un peu de bric et de broc en étant hyper déçus, quoi. Et donc, on a mis une grosse bêtise sur la façade en se disant ça va quand même les interpeller, ils vont voir salon de thé Poney Club. Bon, ils vont du coup pas forcément s'attendre à un truc très chic, quoi. Et finalement, ça a marché parce que ça a interpellé beaucoup de gens. Et il y a carrément des gens au début dans le quartier qui rentraient juste pour demander mais pourquoi Poney Club et finalement qui repartaient avec un truc à manger, à emporter parce qu'ils se disaient oh, mais c'est génial en fait, il y a des gâteaux. Voilà, enfin, c'était très, très rigolo. Et puis pareil, donc ces fameux gâtals ouais. qui... Pourquoi vous avez décidé... Comme tu dis, en fait, c'est parce que c'est pas des gâteaux. Alors, c'est ça, c'est pas vraiment des gâteaux. Non, il y a aussi que quand j'étais petite, j'ai été persuadée pendant très longtemps que c'était un chamal des chameaux, un esquimal des esquimaux, etc. Oui, bah oui, mais j'avais tout compris. J'avais compris ça, mais pour tout. Et donc mes parents m'ont toujours charrié avec le gâtal en disant tu veux une part de gâtal. C'était le truc qui restait un peu. Et comme ce qu'on faisait était pas forcément très traditionnel, soit on l'appelait le cloug ou le doubichou, soit on l'appelait le gâtal, quoi. Et le cloug ou le doubichou, c'était déjà pris, donc voilà, on l'a laissé. Mais non, c'était juste pour encore une fois se démarquer et que les gens ne s'attendent pas à de la pâtisserie fine ou à quelque chose qu'ils avaient déjà goûté. Finalement, tout ce qu'on vend ici, c'est des recettes qu'on a entièrement créées et du coup, il fallait quand même que les gens ne s'attendent pas à retrouver quelque chose qu'ils connaissaient, quoi. C'est fou aussi, c'est que j'ai vu que de ce fait-là, avec cet humour et cette communauté, parce que vous avez quoi, plus de 40 000 abonnés aujourd'hui sur Facebook et à peu près pareil sur Insta, c'est ça. Donc c'est vraiment beaucoup de monde pour un tout petit endroit comme ça, quoi. Pour 37 mètres carrés, on a dépassé le 1000 followers au mètre carré, on est pas mal du tout. Non, mais c'est bien, c'est un bon rendement. J'ai vu aussi que de ce fait-là, vous receviez des candidatures de stages, d'apprentissage, etc., qui sont complètement Les gens folles. se donnent, mais c'est très drôle, c'est génial. Alors des fois, on reçoit carrément des boîtes entières de biscuits où le CV, c'est un biscuit géant, quoi, des trucs... On reçoit des candidatures de mômes qui nous font du chantage avec le chien. Enfin, non, les gens sont hyper impliqués, en fait. Mais ça, c'est ce qu'on montre. Il y a énormément de choses qu'on ne montre pas et qu'on reçoit tous les jours. On a des petits courriers, des petites cartes postales. On a énormément de cadeaux. C'est toujours super sympa. On a énormément de gens qui nous ramènent des trucs de vacances, ou beaucoup de gens d'ailleurs qui viennent d'autres régions et qui font un passage chez nous et qui nous ramènent des trucs de chez eux. Donc on a carrément des gens qui viennent ramener des bouteilles de champagne à l'équipe. Elles sont ravies, les filles. Hein. Ouais. Mais c'est hyper sympa. Ça vient d'où, ça, tu penses, cet enthousiasme-là? Je pense pas que... Chez Starbucks, tu vois, les baristas, ils se retrouvent avec des cadeaux comme ça. Nous, ça nous étonne toujours. Je trouve pas ça normal. Je trouve ça exceptionnel. On n'est pas tombé dans la normalité. Je crois qu'à chaque fois qu'on nous offre un truc, on reste quand même hyper genre ah bon, pourquoi? Mais en fait, on se rend compte que les gens sont contents et heureux de voir un petit commerce sans prétention, tenu par des gens normaux, en fait. Ce qu'on considère comme des gens normaux, c'est-à-dire qui n'ont pas forcément perdu pied ou qui viennent pas forcément de familles fortunées. Je pense que les gens se sont identifiés à nous au départ et maintenant que l'équipe s'est agrandie, ils continuent à s'identifier en fait aux personnes qui travaillent dans l'équipe, que ce soit le personnel de service. Parce que là, vous êtes 10 salariés, c'est ça? Oui, c'est ça. Que ce soit au service ou à la production en pâtisserie. C'est des gens extrêmement tous différents, mais on est tous réunis sur une chose, c'est que c'est des gens hyper gentils et hyper bienveillants naturellement. Personne ne se force. Et je pense que les gens, quand ils viennent, ils retrouvent en fait la communication qu'on a sur Internet, ils la retrouvent en vrai. On a quand même une image qui est très, très positive, qui est ouverte à tous, etc. sur les réseaux. Si ça avait été différent, quand les gens venaient sur place, que l'accueil n'était pas excellent ou qu'ils avaient l'impression d'être jugés ou pas forcément raccord avec le décor, on aurait eu un retour de flamme abominable. Là, c'est pas le cas. Je pense que les deux se servent en fait. Il y a vraiment une cohérence entre ça et je pense que du coup, les gens ont vraiment l'impression d'être accueillis par des copains.
Et pareil, sur les réseaux, on est extrêmement disponible. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui écrivent tous les jours. On reçoit des centaines de messages, pour être transparente. On répond à tout le monde. Alors, pas forcément le jour J, parce que des fois, c'est des messages très personnels qui demandent un temps de réflexion. Et des fois, c'est des messages très lourds. On a des gens qui nous partagent des événements marquants de leur vie et qui ont besoin d'en parler à quelqu'un, qui ont envie de nous les partager. On ne va pas juste répondre « Ah, bah merci pour votre message ». Donc il y a aussi cet esprit de communauté qui s'est créé, mais parce que on travaille énormément dessus. Alors on travaille, ça reste. J'ai la sensation que c'est un peu naturel en fait. C'est ça pour en vous, fait. Quoi. On s'est jamais forcé à répondre à quelqu'un qui nous raconte sa vie. On s'est jamais forcé à bien accueillir nos clients. On s'est jamais forcé à être gentil. Je pense que c'est quand même naturel, mais on prend le temps de le faire, et c'est vrai que ça prend à mon mari quasiment la moitié de son temps sur la semaine. C'est presque un job à temps plein en fait, la gestion des réseaux sociaux. Mais même sur place, je pense que les gens viennent à la rencontre d'humains, et comme le local est petit et comme l'équipe est quand même assez enrobante, ils retrouvent ça, et je pense que ça explique vraiment le fait qu'ils ont envie de nous gâter en retour et de gâter l'équipe en retour en fait. Et ça veut dire aussi qu'en termes de recrutement, vous êtes obligé de recruter des gens avec qui ça fit tout de suite. C'est pour compliqué, vous, quoi. Le recrutement, c'est compliqué parce qu'il faut vraiment des gens qui soient naturellement gentils, positifs et alors. C'est pas forcément très compliqué à trouver, mais par contre, il faut que ce soit des gens qui soient capables de rester dans cet état d'esprit quand ils sont sous pression. Parce que quand vous venez ici, le service dure 7 heures. 7 heures, c'est long. C'est très rapide, il faut être efficace. Donc il faut en plus des gens... Quelqu'un qui va se forcer ne serait-ce qu'un tout petit peu, ça va se voir tout de suite. Il faut vraiment des gens dont c'est le naturel en fait. Donc c'est ça qui est plus compliqué. Comment tu fais alors? Tu briefes un peu en amont tes potentiels recrues? Alors, comment tu fais pour détecter cette qualité-là? On fait des essais. Ouais. Y a des essais qui sont pas concluant du tout. On s'en rend compte très très vite. En général, on fait des essais du coup le week-end quand il y a beaucoup de monde. Oui. Et puis la personne à qui on fait faire l'effet est à la plonge, tout simplement. Puisqu'en fait, on a toujours l'impression que la plonge, c'est un métier de débutant, mais en fait, pas du tout. Il suffit qu'on n'ait pas assez de petites cuillères à un moment crucial de l'après, mais ça retarde les envois de plateau et les clients attendent 10 minutes en plus. Enfin, c'est bête à dire, mais c'est hyper important. Voilà, le fameux truc dont tu disais, c'est un vrai métier. C'est un vrai métier. Pas, quoi. Et en fait, c'est un métier hyper stressant. On n'imagine pas ça, mais le métier de plongeur, c'est hyper stressant. Et en règle générale, on fait l'essai à ce poste-là parce qu'en fait, on se rend compte de la façon dont les gens réagissent sous pression au contact avec leurs collègues en fait. S'ils commencent un petit peu à être un petit peu tatillons, un petit peu chiants, un petit peu crispés, c'est que ça ira pas. Mais on s'en rend compte tout de suite. Ouais. Et puis si ça se passe bien, après on les intègre à la salle progressivement et puis... Tu racontes aussi, alors je sais pas si c'est toi ou vous, de toute façon vous écrivez alternativement avec Alex, mais beaucoup aussi l'histoire de vos salariés, de votre équipe, vous vous mettez un peu en scène. Alors déjà parce que je trouve que quand on va dans des commerces, c'est un peu dommage parce que même les commerces de proximité, en règle générale, on connaît les patrons. Et on part du principe que c'est eux qui ont tout fait. Sauf que oui, on a peut-être tout fait au début. Si on n'avait pas fait ça, on n'en serait pas là, c'est clair. Et si on continuait pas à faire ce qu'on fait, on n'en serait pas là, c'est clair aussi. Mais on n'en serait pas là sans l'équipe qui est hyper... sur laquelle on peut vraiment se reposer, quoi. Et c'est important d'expliquer aux gens qui viennent en tant que clients ici que quoi qu'il arrivera, on va soutenir notre équipe. C'est-à-dire que notre équipe, par exemple, a carte blanche pour envoyer bouler un client pas sympa. On les invite même à le faire. Moi, concrètement, qu'on perde une addition, voilà. Si ça fout le moral en l'air de l'équipe, c'est pas la peine. Donc... c'est une vraie politique, entre guillemets. On met en avant l'équipe pour que les gens qui viennent se rendent compte que derrière cette entreprise, c'est des humains, qu'on leur doit, quoi qu'il arrive, le respect. Parce qu'il y a des gens qui font la gueule parce qu'ils vont attendre une demi-heure avant d'être installés. Quand ces gens-là font la gueule, ils voient très bien que l'équipe est en train de courir de partout. Est-ce qu'en étant un tout petit peu... Salut
un tout petit peu raisonnable. Merci. Il y a la poste qui passe. Donc en fait, on communique énormément sur l'équipe pour que les gens qui viennent se rendent compte qu'ils viennent et qu'ils sont accueillis par des humains et que quoi qu'il arrive, ils leur doivent le respect en fait. Je sais que mon équipe fait au mieux. Quoi qu'il arrive, il peut y avoir des couacs, c'est normal. Mais par exemple, un client qui va arriver et qui va pas être spécialement poli ou spécialement aimable parce qu'il aura attendu un petit peu trop, alors qu'il aura bien vu que l'équipe avait fait le maximum, ce client-là, moi, je ne le respecte pas. S'il n'est pas capable de se dire, ils sont en galère, je vais attendre un petit peu, après tout, c'est que pour une part de gâteau et un café. Si ce mec-là ou cette nana-là est capable de se rendre désagréable et de, du coup, manquer de respect à mon équipe juste parce que ça a été un petit peu long, on va relativiser quand même. Tu préfères perdre de la clientèle plutôt que de... Mais complètement. Okay. Mais tu dis complètement, mais c'est pas forcément... Alors, pas forcément le cas de tout le monde. C'est extrêmement rare et ça reste vraiment anecdotique, ce genre de comportement. Mais c'est pas tolérable. C'est quelque chose qu'on voit assez souvent. Vous venez au Poney Club, c'est ça, il faut être détendu pour venir au Poney Club. Même si on n'est pas détendu, à partir du moment où toute l'équipe se donne du mal pour faire passer un bon moment et fait le maximum, j'insiste là-dessus, fait le maximum, c'est déjà énorme en fait. Il y a énormément de commerces dans lesquels vous allez où les vendeurs, les vendeuses, où les commerçants sont hyper pas aimables, etc. Là, je suis la première à leur faire la remarque en leur disant que le sourire, ça aurait pu être vachement bien. Mais à partir du moment où tout le monde fait son maximum et où tout le monde le fait en essayant d'être sympa et positif, non, effectivement, le client qui reste tatillon sur certains trucs, non, je vais pas lui demander de revenir. Vous faites aussi des trucs que je trouve particulièrement fous, c'est que vous vendez en ligne des gâtales, je vais pas dire des gâteaux, suspendus. Ouais, alors en fait... Est-ce que tu peux expliquer un petit peu d'où vient ce que c'est par exemple, parce que moi je connaissais le principe du café suspendu. Ouais, alors en fait... Bon, il y a une triste réalité quand même qu'on côtoie au quotidien quand on est restaurateur à Lille. Il y a énormément de personnes qui sont à la rue et qu'on connaît en fait finalement parce qu'en règle générale, même si ça ne dure pas pendant plusieurs années, mais la plupart des gens restent plusieurs mois d'affilée dans le même quartier, donc on est habitué à les croiser. Et à taper discute avec eux, parce que souvent, quand on sort la terrasse ou quand on ferme le soir, etc., ils ont envie de taper discute et on a souvent des jeunes hommes ou des jeunes femmes, ou même parfois des messieurs un peu plus âgés qui viennent et qui demandent même s'ils peuvent aider à rentrer de la terrasse. Enfin, vraiment, on sent que c'est des gens qui sont en besoin d'humain, en fait. Et donc, on est habitué à connaître souvent les gens de notre quartier et ils savent très bien qu'en venant soit un petit peu avant l'ouverture, soit un petit peu après la fermeture, on a toujours des trucs pour eux, pas forcément des invendus, parce qu'il y a des choses qui se conservent très bien sur plusieurs jours, mais ils savent très bien que peu importe la saison, ils auront un truc à boire, à manger, qui va soit les réchauffer, soit les rafraîchir. D'ailleurs, ils savent très bien qu'ils peuvent passer en plein service aussi, ça arrive assez régulièrement. Ils sont toujours les bienvenus. Bon, ça, c'est une première chose. Le principe du café suspendu, nous, on l'a jamais mis en place, parce qu'en fait... le fait de l'afficher, ça nous embêtait, dans la mesure où pour l'instant c'était un truc qui se savait, on connaissait les gens, etc. Expliquer un peu aux gens qui connaissent pas. Alors le café suspendu, le principe c'est qu'un client peut, au moment de son addition ou n'importe quand, rentrer dans un café et dire voilà, je souhaiterais payer par exemple 1 euro, 2 euros, 3 euros, peu importe, pour avoir une petite somme d'argent suspendue. Et quand quelqu'un dans le besoin vient dans le café, il demande s'il y a une somme disponible en suspendu pour pouvoir soit acheter quelque chose à boire ou à manger. Donc le principe, il est vraiment super. Par contre, le fait de l'afficher, moi, ça me posait un peu problème pour une raison très simple, c'est qu'en fait, si je n'en avais pas, on allait quand même donner quelque chose à la personne, quoi qu'il arrive, et du coup... J'avais pas envie que des gens se disent ah mais non il y en a pas, on va pas y aller. Okay. En fait c'est un peu idiot mais ils auront toujours un truc donc je voyais pas l'intérêt de mettre une somme. Et du coup quand on nous a proposé de participer à ce système, on a dit que clairement c'était pas nécessaire en fait parce qu'on le faisait déjà naturellement. Qui c'est qui vous a demandé de participer ? Il y a une asso, je savais pas. Il y a des assos qui gèrent ça. D'accord. Et donc voilà c'est tout, ça s'est passé comme ça et en fait il n'y a pas très très longtemps, quand on a ouvert le site internet, on a des gens qui étaient venus ici, qui avaient assisté du coup à
à une scène assez quotidienne pour nous, c'est-à-dire un monsieur qui vient pendant le service demander s'il peut avoir un truc à boire, un truc à manger. Et ils ont vu qu'on l'avait servi. En fait, la dame derrière à la caisse, elle a marqué. Et en fait, en rentrant chez elle, elle est allée sur le site internet pour dire voilà, j'ai vu que vous aviez fait ça, je souhaiterais participer, acheter ça et ça pour pouvoir le mettre en suspendu. Donc, ça part d'un principe hyper sympa. Parce que du coup, c'est vrai qu'on le faisait déjà avant, mais on continue à le faire. Et vous l'avez étendu à toute la France, de ce fait-là. C'est-à-dire que n'importe qui vit à Strasbourg ou à Marseille peut aujourd'hui décider d'acheter un shortbread ou un gâteau ou peu importe, pour quelqu'un d'autre. Exactement. Et c'est vrai qu'on a été hyper étonnés de voir justement des gens assez loin faire ça, parce que finalement, c'est un problème, je ne vais pas dire très, très local mais... voilà. Oui, c'est plutôt de la solidarité de proximité, quoi, c'est ça. C'est ça. Après, il y en a qui communiquent là-dessus ou pas. Nous, on choisit de communiquer dessus. Alors, on a été assez critiqués là-dessus en disant ouais, vous le faites, mais si vous en parlez, c'est parce que en fait vous le faites, parce que vous êtes des commerçants et parce qu'en fait vous voulez faire du chiffre, etc. Non, en fait, alors, si on communique dessus... Vous êtes des commerçants et vous voulez faire du chiffre. Attention, ça reste un business, on est d'accord. C'est important. Mais le fait de communiquer dessus, ça n'a rien à voir. C'est simplement qu'on aimerait bien justement partager le fait que même si des gens ne sont pas forcément à l'aise avec le fait d'aller eux-mêmes donner quelque chose à une personne dans la rue ou autre, il y a des systèmes qui sont en place dans toute la France et qui permettent de le faire depuis son canapé. C'est quand même génial, quoi. Donc, on communique dessus, c'est vrai, mais parce qu'on essaie de sensibiliser aussi les gens sur un truc qui est quand même super cool. Alors il y a un vrai truc aussi qui va un peu à l'encontre de ce qu'on apprend dans les écoles de création d'entreprise, etc. C'est qu'en fait, donc vous avez créé l'Impertinente il y a 5 ans maintenant. Ça marche bien, ça marche très bien. Vous avez plein de followers et tout. Et si j'ai bien compris, vous ne voulez pas ouvrir, en tout cas jusqu'à la preuve du contraire, de nouvel établissement. Mais non, en fait... Mais tu sais que dans les boîtes, on te dit si tu grandis pas, tu meurs. Tu vois. Mais tu sais, si j'avais écouté tout ce qu'on avait dit dans la création d'entreprise, on serait pas forcément là où on en est aujourd'hui. Donc non, je pense qu'il y a différentes façons de voir le commerce. Moi, j'ai envie de pouvoir continuer, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, peut-être que dans 5 ans, j'aurai envie d'en ouvrir un deuxième, un troisième, faire une franchise, je sais pas. Dans le présent, là, j'ai une équipe qui est petite, finalement, parce que 10 personnes, tu connais tout le monde. Mais j'ai envie de garder ça. Et puis, ça permet aussi d'avoir une visibilité sur tout. Je sais tout ce qui se passe, je sais comment tout se fait. C'est quelque chose que tu perds quand tu as grandi. Pour l'instant, moi, j'ai pas envie de ça. Alexandre non plus. Et puis il y a aussi un truc qu'on prend pas forcément en compte quand on crée une entreprise, c'est la notion de plaisir. Oui, mais alors du coup moi j'ai quitté un boulot qui me plaisait plus après avoir fait des études pour un boulot qui me plaisait pas non plus. Si c'est pour me retrouver dans un nouveau boulot qui me plaît à nouveau plus, je vois pas l'intérêt. Non mais voilà, je vois vraiment pas l'intérêt. Pour l'instant, c'est vrai qu'on a trouvé une organisation qui fait que on a une vie sympa depuis à peu près 2 ans, en toute honnêteté. J'ai pas envie d'en changer maintenant. On a encore tellement de choses à faire avec ce petit local, avec notre petite équipe, et on a encore tellement de projets. On a été contacté par les éditions du Cherche Midi pour faire un bouquin sur la réorientation. C'est plein de projets qui nous font extrêmement plaisir, en fait. J'ai pas envie de mettre ça de côté pour avoir à nouveau une charge de travail monumentale à gérer. Et puis le principe de voir plus grand, de toujours vouloir plus grand, moi je me demande toujours pourquoi, en fait. Il y a des gens qui vont ouvrir, on a eu l'exemple à Lille, des gens qui ont ouvert un café, 2 cafés, 3 cafés, qui finalement ferment, qui finalement se rendent compte qu'ils gagnent pas plus d'argent en ayant ouvert 3, parce que finalement les charges sont multipliées par 3, etc. Donc ils y gagnent pas plus, et en plus ils ont perdu en qualité de vie. Moi je vois pas, pour l'instant, franchement, j'y suis pas. Donc non, j'ai pas envie du tout d'ouvrir un deuxième établissement. On aurait pu ouvrir un deuxième établissement au bout d'1 année
d'activité. La comptable était super contente, super ok. mais non, c'est pas une envie. Tu préfères aller chercher du plaisir, parce que je pense aussi qu'il y a un besoin de renouveau quand on est dans sa boîte depuis un petit moment. Mais par exemple, à côté de projets annexes comme ce bouquin, c'est ça. Et puis il y a aussi un truc qu'il faut prendre en compte, c'est que pour l'instant, je pense que les clients sont contents de venir chez nous parce qu'ils voient une équipe contente. Je pense que le jour où on prendra plus de plaisir à ce qu'on fait, ça va se ressentir et les clients trouveront plus en fait le petit moment de bien-être et de confort qu'ils ont soit en venant, soit en nous lisant sur les réseaux. Donc le but, c'est d'entretenir ça pour nous, mais aussi pour eux, et puis pour maintenir le bien-être de nos collaborateurs en fait. Pour l'instant, c'est vrai qu'on a une organisation qui roule et tout le monde est content, donc on n'a pas de raison d'en changer. Et effectivement, pour rester heureux dans ce qu'on fait, on a besoin d'être stimulé, ça c'est vrai. Et les beaux projets qui viennent se proposer à nous, qui tombent du ciel, clairement, on n'aurait jamais imaginé ça. Ça tombe pas du ciel. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, je me dis juste, je suis un éditeur, je vois cette histoire, je vois votre capacité à écrire, à raconter, parce qu'en fait, au-delà de votre métier, je pense que vous êtes aussi très très fort pour raconter votre histoire. Et c'est ça aussi qui plaît aux gens, je pense. Mais là-dessus, c'est vrai que mon mari a un talent fou. Mais toi vraiment aussi fou. Pourquoi tu dis Non. Alors moi, je n'écris jamais le texte. Non, mais parfois, mais tu le racontes. Voilà. On sent qu'il y a ta patte derrière. Oui, mais c'est vrai que par contre, il a vraiment un talent pour écrire et pour rendre des choses même pas forcément très joyeuse ou très intéressante et plaisante à lire. Mais là, par exemple, ça fait bientôt 1 heure qu'on parle, j'ai pas la sensation de m'emmerder quand tu me racontes ton histoire. Ah bah ça va, c'est que c'est bien, je suis contente. Vous le direz les gens si vous êtes emmerdés en écoutant Marine, mais ça m'étonnerait. Je suis tellement contente. Non, c'est bien, c'est cool. Mais ouais, du coup, c'est vrai que nous, on a quand même l'impression que ça tombe du ciel, dans le sens où même en étant ambitieux, il faut quand même relativiser. On a un salon de thé dans un quartier paumé qui fait que des gâteaux, qui est minuscule, qui n'est pas forcément hyper tendance, et on a quand même des projets magnifiques qui nous tombent dans les bras. Même en étant raisonnable, on n'aurait pas imaginé ça, quoi. Je comprends. Donc on est hyper content quand ça arrive. Tu disais justement tout à l'heure que tu n'avais pas envie de partager avec tes clients les moments de galère, etc. Ouais. S'il y avait, je sais pas, peut-être 2-3 conseils que tu voudrais donner aux gens qui vont écouter ce podcast, qui veulent lancer par exemple un endroit et sur lesquels vous avez vraiment galéré et trouvé des solutions. Alors la plus grosse galère pour nous, ça a justement été de rattraper le manque de moyens qu'on avait mis pour ouvrir le salon. C'est-à-dire que comme le projet initial, c'était vraiment de moi travailler toute seule ici pour accueillir quelques clients par jour. Vous êtes fait dépasser par votre complètement, succès. Complètement. Et le problème, c'est qu'il fallait non seulement assurer la demande au quotidien, mais en plus organiser une vraie entreprise, ce qu'on n'avait pas fait. Donc avec le fait d'embaucher, le fait de hiérarchiser tout ça, de donner des fiches de poste aux uns aux autres, une organisation complète en fait. Et ça, je pense que ça a été l'erreur principale qu'on a fait au début, c'est de ne pas s'imaginer que ça pouvait marcher autant, et du coup de ne pas avoir prévu ce qu'il fallait. Alors après, à contrario, on voit des gens qui ouvrent et qui, eux, ont été persuadés que ça allait cartonner, ils ont tout prévu, ils ont investi une somme folle, ça marche pas aussi bien et finalement, ils ont l'inverse. Donc, peut-être démarrer petit, mais en prévoyant que peut-être il va falloir réagir très vite derrière. Et la deuxième chose sur laquelle j'aurais vraiment aimé qu'on nous prévienne, même si on nous avait prévenu, mais on ne l'a pas pris assez en compte, c'est la charge de travail de la paperasse. Je pense que là, à l'heure actuelle, il y a quasiment la moitié de la semaine qui est consacrée à la paperasse. C'est un truc de malade. Que ce soit les courriers de la mairie pour la terrasse plusieurs fois par an, que ce soit des chèques à envoyer pour tel ou tel truc. Tous les jours, on a des courriers qui tombent avec des trucs à renvoyer, avec des papiers, des documents à remplir, etc. En plus de la comptabilité, qui est quand même extrêmement lourde à gérer. Donc vraiment, ça, c'est un truc sur lequel
n'importe quelle personne qui va créer une entreprise devrait au moins prévoir 2 jours par semaine. Alors, en général, on dit que les commerçants font ça pendant leur week-end, mais c'est vrai. Ouais. C'est malheureux à dire, mais quand on n'a pas les moyens d'embaucher pour se libérer du temps... Et aujourd'hui, tu n'arrives toujours pas à déléguer ce genre de tâches ? Ça dépend, pas forcément tout, non. Et puis après, la comptabilité, c'est quand même bien de pouvoir continuer à la gérer soi-même. Ah oui, tu veux garder la main sur la compta. C'est important pour toi. Ben, c'est important parce que dans la mesure où ça reste un business, pour avoir une notion de rentabilité, etc. au quotidien, il faut quand même pouvoir avoir le nez dedans et comprendre ce qu'on fait. Mais même si on a un cabinet comptable super, mais voilà, on a quand même beaucoup de travail à faire là-dessus au quotidien. Et puis... on n'a pas non plus les moyens de payer quelqu'un uniquement pour la gestion de la paperasse, quoi. Et puis après, la moindre erreur peut être tellement lourde en France quand on rate un papier, parce qu'on a une passion pour les CERFA. Hein. Je suis devenue une pro du CERFA. Mais voilà, la moindre erreur de case est tellement lourde à rattraper après et prend tellement de temps que je préfère aussi gérer ça à la maison, à tête reposée, et ne pas confier ça à quelqu'un qui risquerait de faire une erreur qui nous prendrait après. Je comprends. Voilà. Pour te lancer un petit peu sur Tout va mal dans ce pays, tout à l'heure, tu voulais pas partager les coups de gueule avec tes clients, etc. Tu disais, je veux rester sur le positif. Si je te lance sur c'est quoi les trucs qui font que tout va mal dans ce pays, que c'est compliqué, que dont t'as pas envie de parler sur tes réseaux, c'est quoi par exemple ? Comme on est près de la porte de Paris, à Lille, qui est le point de départ de toutes les manifestations de la ville, c'est vrai qu'on a été impacté très fort quand il y a eu les manifestations, que ce soit des Gilets jaunes ou toutes les manifestations de l'année précédente. Ça a été un petit peu compliqué. Après, récemment à Lille, il y a eu aussi le fameux scandale du plan de circulation. Oui. En gros, ils ont tout changé. Et la ville n'est plus la même. Voilà, on ne peut plus aller où on voulait. C'est vrai que on a entendu parler de ça un peu, beaucoup, dans tous les commerces lillois, parce que les habitudes des riverains ont été complètement changées, les habitudes des clients aussi, donc voilà. Mais après, ce genre d'événement, même si c'est vrai qu'on est toujours un petit peu... victime finalement, même si on est victime, mais c'était pas forcément volontaire. Je veux dire, clairement, les gens qui manifestent, ils ont raison de manifester, et ils sont pas là pour nous empêcher de faire commerce. Pas du tout. C'est pas du tout ce que tu veux dire. C'est pas du tout non, au contraire. Mais c'est juste que ça finit par impacter votre business à la fin. C'est vrai que ça finit par impacter le business, et alors au début, je pense que la première réaction de tous les commerçants, c'est de paniquer et de se dire mais mince, on a perdu autant de chiffres, comment on va faire ? Parce que la réalité, c'est quand même qu'on a des salaires à payer, qu'on a des charges fixes assez lourdes. Ça a vraiment impacté surtout en fin d'année, j'imagine qu'il y a un vrai... Ouais, alors par contre, nous, c'est vrai on s'est rendu compte à ce moment-là qu'on avait quand même une bonne capacité à réagir, c'est-à-dire que... pour parler crûment, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça nous a forcé à nous sortir les doigts et du coup à redoubler de créativité et de... Qu'est-ce que vous avez fait alors par exemple ? On a créé énormément de nouveaux produits, on a communiqué sur des choses qui nous tenaient à cœur, sur lesquelles on communiquait plus depuis un moment. On était devenus peut-être un petit peu plus... C'était un peu plus policé, on va dire. Ouais. On est reparti aux fondamentaux et finalement, ça nous a fait du bien, je pense, de nous remettre en cause et de nous dire qu'en fait, on avait commencé à ronronner un peu, quoi. C'est quoi les trucs sur lesquels dont vous avez parlé et que vous aviez un peu laissé de côté ? Des engagements qui pouvaient être un petit peu touchy, quoi, sur lesquels nos positions n'avaient jamais été clairement prises, que ce soit sur notre soutien à la cause LGBT, que ce soit... Il y a plein de sujets qu'on n'osait plus trop aborder ces derniers temps parce qu'on n'avait plus l'impression d'être légitime là-dessus. Et en fait, est-ce que c'est on n'a en aucune grandissant légitimité, aussi ? Mais c'est surtout que au bout d'un moment, on se rend compte que comme on est suivi par énormément de personnes de plus en plus différentes et de plus en plus éloignées, qui ne nous connaissent pas forcément, il faut faire attention à ce qu'on dit parce que ça peut très vite être mal pris, surtout par des nouveaux followers qui n'ont pas forcément vu tout ce qu'on avait écrit auparavant, etc. Donc sorti du contexte, parfois les choses peuvent être vues d'un œil un petit peu différent. Mais
mais voilà, ça nous a permis, en fait, nous, vraiment, de nous remettre en cause on a remis une pièce dans la machine, en fait. Mais toute l'équipe, ça a été finalement assez positif comme résultat parce qu'on est ressorti de ces épreuves qui auraient pu flinguer notre petit commerce beaucoup plus fort qu'avant, en fait. Et on se rend compte que sans ces trucs qui viennent enrayer la machine régulièrement, on aurait tendance à peut-être rester sur nos acquis et à ronronner, en fait. Et je pense qu'un commerce qui ronronne, c'est pas forcément un commerce qui va continuer très très longtemps. Et vous avez réussi à retrouver la force au bout de 4 ans? Parce que c'est vrai qu'effectivement, il y a peut-être une habitude, un truc qui fait que... Non, en fait, on a eu la chance de pouvoir justement recruter suffisamment pour nous laisser le temps de rester créatif et de prendre du recul au quotidien sur ce qu'on fait. Ce qui fait que on se rend compte qu'on est en progression constante, en fait, même au bout de 4 ans. Donc c'est super. C'est super. Mais c'est vrai que de temps en temps, un petit coup dur comme ça, ça redonne du peps, quoi. C'est quoi vos projets ? Alors, ce bouquin, si j'ai bien compris. Oui, en fait, on a quand même un livre à écrire pour le mois de mars, donc il va peut-être falloir s'exciter un peu. C'est pas encore commencé ? Si, on a déjà validé pas mal de choses avec notre éditrice. Donc c'est un bouquin sur la reconversion, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Donc à travers votre histoire ? À travers mon histoire, à travers celle d'Alex, qui du coup est pas une vraie reconversion, c'est une demi-reconversion. Et puis à travers d'autres profils de gens qu'on a rencontrés au fur et à mesure des années. Et oui, expliquer un petit peu les mécanismes, que ce soit par rapport à l'entourage, par rapport à tout ce qui est notamment paperasse à gérer quand on se reconvertit. Enfin voilà, tout ce qui va être... en fait, c'est le bouquin que moi j'aurais bien aimé avoir les 2 fois d'avant. Mais je l'aurai pour la 3e si je fais un autre truc un jour. Mais non, donc les projets dans un premier temps, c'est ça. C'est le bouquin. Et puis après, on va entamer une grosse phase de travaux pour remettre un petit coup de frais dans le salon de thé. Ça va nous prendre beaucoup de temps déjà. Et après, les projets sont assez simples en fait. C'est continuer à innover au quotidien pour proposer des nouvelles recettes régulièrement à nos clients. Et puis voilà. C'est assez simple en fait, on n'a pas la folie des grandeurs. Non mais c'est vraiment... Et puis ça sent, comment dire, on sent que ta boîte est saine, on sent que votre boîte est saine, on sent que la démarche est saine. Et je pense aussi c'est ça qui intéresse les gens d'une manière générale, c'est qu'on sent que tout ce qu'il y a derrière est pas du tout calculé, enfin tu vois, on sent que c'est... Non, mais c'est presque pas assez calculé des fois. Hein. Mais du coup, c'est un peu ce qu'on appelle une boîte familiale, même si on travaille pas en famille. C'est vraiment cette ambiance-là, c'est-à-dire que s'il y en a un dont la gamine est un petit peu malade, elle part plus tôt, on se débrouille. Enfin, ça reste une gestion. Ouais, c'est une gestion familiale en fait d'une entreprise et qui moi me convient bien. Merci beaucoup Marine. De rien. Je vais mettre tous les liens si vous voulez découvrir l'impertinente, l'adresse, etc. Si jamais vous passez par Lille, n'hésitez pas à venir manger un fameux gâtal. Merci beaucoup. Merci. À bientôt, bon courage pour tout. Merci beaucoup.